Bonjour à tous et bienvenue sur une page d'histoire. Je prie la régie d'envoyer tout de suite la photo avec l'écriteau, la photo avec les petits enfants. Évidemment, je ne peux pas commencer cette émission qui sera dédiée à Napoléon et à l'époque napoléonienne comme paradigme initial de ce qui s'est répété depuis l'Empire romain, qui est Napoléon et lui ses collaborateurs, évidemment, il n'a pas fait ça tout seul, ont repris et qui, depuis l'époque de Napoléon, ne s'est jamais arrêté les programmes de, si vous voulez, destruction. On va voir. Vous voyez, ça c'est une phrase en italien, fecero il deserto e lo chiamarono pace, et en latin c'est desertum fecerunt et pacem appellaverunt. Ils firent le désert et ils l'appelèrent la paix. C'est en référence évidemment à cet immonde événement de cette soi-disant paix signée sur les ruines catastrophiques de Gaza. Et cette phrase a été écrite par Tacito, un écrivain, un historien romain, né 55 après Jésus-Christ, mort en 117 après Jésus-Christ, dans une œuvre qui s'appelle Agrippa, qui parle de la guerre que l'Empire romain tenait contre les Calédoniens, population de l'Angleterre du Nord, l'Écosse. Et évidemment, Tacito, c'était des historiens qui aimaient non pas inventer, mais évidemment rendre plus vivant son histoire, disait que les commandants de l'armée calédonienne qui était rangé contre les Romains, fit un discours pour galvaniser ses troupes. La bataille s'appelle la bataille des Graupio, et c'est en 84 après Jésus-Christ. Et Tacito met dans la bouche du commandant des Calédoniens ce discours. Écoutez bien, les Romains, vous pouvez changer les Américains si vous voulez, mais on reste. Les Romains, pillards du monde, ayant tout ravagé et n'ayant plus de terre à piller, vont jusqu'à explorer la mer, avides si l'ennemi est riche, avides des dominations s'il est pauvre, si rassasiés que ni l'Orient ni l'Occident ne peuvent apaiser leur faim. Ils sont seuls à désirer avec la même véhémence de tout posséder, richesse comme pauvreté. Les Romains veulent voler, massacrer, piller. C'est ce qu'ils appellent, sous un faux nom, empire. Et là où ils ont fait un désert, ils prétendent avoir apporté la paix. Mais vous pouvez imaginer superposer cette allocution du général qui s'est battu contre l'impérialisme romain de l'époque à la situation actuelle, facile à faire. J'invite la régie à montrer, parce que je pense que désormais, les images de la dévastation blasphème que les Israélites et le gouvernement ont fait à Gaza, cette honte qui est devenue une honte non nationale, internationale, européenne, médio-orientale, c'est une honte mondiale. C'est une honte mondiale de laquelle l'humanité entière, je pense, elle ne pourra pas se nettoyer, se laver de tout ce sang qui a été répandu, sans que le bon Dieu n'intervienne pour punir, si vous voulez, mais obliger l'humanité tout entière, parce que tout le monde a été responsable et complice de ce massacre. Ça serait trop facile de l'attribuer à nos amis les Israéliens. Je rappelle donc 180 000 tonnes d'explosifs, l'équivalent des 10 bombes atomiques d'Hiroshima, 76 kilos d'explosifs pour chaque habitant de Gaza, enfants compris. Voilà, donc est-ce que la régie peut envoyer la vidéo courte sur le désastre à Gaza?
Ils ont fait des déserts et ils appellent ça la paix. Dans la gestion et dans la justification de ce massacre, l'humanité tout entière et les médias qui les soutiennent et le ministère de la propagande de l'État profond, l'unique gouvernement qui régit le monde, a dépassé évidemment les limites qui est la logique intrinsèque, qui est les logos du verbe présent dans la vibration musicale de l'univers, cette blasphème, intrusion et contrefaçon de faits portera inévitablement à court-circuiter. Il y aura un court-circuit forcément, parce que ni l'esprit d'un simple individu et encore moins l'esprit d'une collectivité peut tolérer en 2025 qui, comme vous avez vu, entre autres, dans la vidéo, on a célébré et officiellement une victoire, la libération des 20 otages israéliens encore captifs par le Hamas en échange de 1980 détenus palestiniens. Faites un peu le rapport en montrant la considération que cette conscience publique universelle attribue à l'être humain. Donc là, je ne parle pas des droits de l'homme de 1789 parce que ça me fait marrer évidemment, puisque la phase moderne de cette monstrueuse société que nous sommes en train de vivre a commencé à un rythme, disons, plus accéléré de plus en plus à partir de la Révolution française. On ne peut pas évidemment accepter comme une chose acquise en mangeant sa pizza devant la télé et écouter les journalistes et les hommes politiques du monde entier, hein, et même les soi-disant opposants qui n'ont rien fait, et en disant que voilà, Israël a finalement obtenu la libération de 20 otages en échange des 1980 Palestiniens. Bon, j'invite la régie à envoyer tout de suite pour voir que ce n'est pas une nouveauté, cette attitude de mépris total pour la vie, hein, et pour la vie, pour les droits des civils, pour les droits des êtres humains, simplement. Et c'est là, ça coûtera cher. J'invite la régie à envoyer tout de suite la vidéo sur les dégâts ça ressemble beaucoup à Gaza. Il s'agit de l'Italie, hein, pour reprendre l'émission de la semaine, il y a des semaines, sur le bombardement anglo-américain de toutes les villes italiennes qui, pendant 2 ans, ont causé plus de 200 000 morts civils dans l'Italie 1943, 44, 45. J'ai envie de la régie envoyer, s'il te plaît, Eric, la vidéo concernant les bombardements sur Milan. Voilà. Un po' se casa mia. Non vedi lacrime, ma sono fragile. È la tua voce che si sposta su di me. Siccome è colpa mia ogni volta, tanto vale farti la guerra. Avrei le chiavi nella borsa se fosse casa mia, ma non mi ascolti mai. Tu non hai tempo di guardare il mondo coi miei occhi e io non voglio credere
non ti importa. Tu non hai tempo di guardare il mondo con i miei occhi e io non voglio credere. Je rappelle donc que toutes les villes italiennes, je dis toutes les villes italiennes, ont subi pendant 2 ans des bombardements à tapis contre des objectifs civils. Et les morts étaient essentiellement des civils, sans aucune justification, sinon la politique de la terreur pour justifier les capitulations, je dirais, les dictats imposés à l'Italie le 3 septembre 1943 à Cassibile et l'armistice signé à plus tard et approuvé honteusement par le gouvernement provisoire italien sous la menace en 1947, évidemment sous la menace de ceux qui étaient encore dans les oreilles et dans la mémoire de tous les habitants italiens qui avaient vu leur vie, leur ville, leurs parents détruites. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu que le gouvernement italien est dirigé par l'incontournable Giorgia Meloni, dans lequel beaucoup de résistants avaient posé à tort, évidemment, leur espoir, comme ils avaient posé à tort leur espoir sur l'élection de Trump. Je disais, l'Italie n'a rien fait, au contraire, à continuer à livrer des armes à Israël pour exécuter ces massacres et n'a pas imposé des sanctions. Là, c'est la raison pour laquelle l'Italie, en étant devenue, après ces bombardements terroristes de la Deuxième Guerre mondiale, une colonie américaine sous la menace. Vous avez vu la dernière fois, je vous avais dit qu'en Italie, il y a 49 bases américaines, n'est-ce pas? En Allemagne, je le rappelle, il y en a 119 et en Japon, il y en a 120, sans compter les autres dans le monde. Donc, avec cette puissance de feu et sur Gaza, l'impérialisme, le capitalisme mondial dans lequel le peuple israélite a le rôle fondamental, a voulu montrer avec mépris, le mépris justement du capitalisme, de l'enrichissement, de la diabolique mentalité de l'État profond, en disant c'est ce qu'on fera au cas où vous vous rébelliez à cette politique. J'invite la régie à envoyer encore une fois, la troisième vidéo concernant cette fois-ci un autre exemple infernal du terrorisme, bombardement de Dresde, le 13 ou 14 février 1945, la guerre désormais terminée, une ville totalement privée des installations militaires et industrielles et la politique de ce gouvernement monstrueux anglo-américain, l'État profond déjà, gouverné par... bon, on verra. J'ai envie de la régie envoyer immédiatement la vidéo très courte concernant aussi une copie, si vous voulez, de Gaza. Voilà. En 2 jours, la ville allemande de Dresde est détruite à 70% par les bombardiers alliés, porteurs de bombes incendiaires au phosphore. On dénombre environ 135 000 morts, tous civils. La ville n'abrite aucun objectif militaire pour les Britanniques. Elle est la punition pour la coventrisation de leur ville. Voilà. 135 000 morts en une nuit. Et je vous explique le mot coventrisation. Ça rappelle le bombardement que les Allemands avaient fait sur la ville de Coventry en Angleterre en 1940, qui avait causé 600 morts et 700 blessés. Donc, vous voyez que les rapports entre la vengeance et le fait duquel on peut se venger, c'est comme pour Gaza, l'attaque de Hamas et la destruction totale, l'assassinat de 80 000 civils, d'enfants de majeure partie, des femmes, etc., les déplacements de 2 millions de Gazaouis qui risquent de mourir. Là, pour le bombardement de Dresde, coventrisation, ça veut dire, à l'époque, les Allemands avaient fait 600 morts et 700 blessés, ben nous font à Dresde 135 000 morts. Les rapports, c'est un peu 20 otages libérés israéliens par le Hamas, 1980 prisonniers palestiniens libérés par c'est l'équivalent de ça.
Et vous vous rendez compte, j'espère, que nous avons dépassé toute limite de la logique pour laquelle a fonctionné ou prétendent de faire fonctionner encore l'état profond, le monde. J'ai envie de la régie envoyer une autre vidéo, celle-là, ça concerne quelque chose qui, ce n'est pas ahurissant, c'est ridicule, c'est une farce dans laquelle le pontife, parce que c'est important, le pontife, que ça fait partie, c'est un acteur du département religieux, soi-disant, de l'état profond, qui a la tâche importante d'influencer 1 milliard et plus de catholiques. Vous savez très bien que dans la politique, comme tous les chefs du passé, Napoléon compris, on le verra, Mussolini à l'époque, Hitler aussi, c'était important de se rendre amis l'Église. Bon, là, il ne s'agit plus de se rendre amis l'Église n'existe plus. La hiérarchie de l'Église selon le message de Pierre et du Christ, elle n'a plus raison d'être actuellement parce que le Vatican, vous savez, en plus d'être un guide spirituel, est une des multinationales, donc économiquement plus forte au monde, même plus de BlackRock, ne croyez pas. Et donc, avoir placé une marionnette à sa tête, mais le dépassement du ridicule, le dépassement du bon sens commun, quelqu'un qui voit ça, même dans le peuple le plus abruti, dans la racaille la plus ignorante, la plus addicte au McDonald's, la plus addicte aux informations, la plus addicte à ce qu'on disait panem et circenses, c'est-à-dire du pain et de la distraction et des jeux comme à l'époque romaine. Donc, même les plus abrutis qui ne veulent rien entendre, même s'ils le voient avec ses yeux, face à cette manifestation de, je dirais, crétinisation, la crétinisation au niveau industriel, a quelques doutes. Et c'est pour ça que Dieu le condamnera comme responsable de sa propre chute morale et spirituelle. J'ai envie de la régie envoyer le pape qui est à Rome pendant la conférence internationale sur le climat, bénit un bloc de glace qui vient de l'Arctique. Je ne sais pas vous répondre, c'est vrai, vous le verrez. Et dans le silence, dans l'atmosphère la plus religieuse. Voilà. On peut voir la tête du pape aussi. Wow. Écoutez, Écoutez bien, en anglais en plus. Lord of life, bless this water. May it awaken our hearts, cleanse our indifference, soothe our grief, and renew our hope. Through Christ our Lord. Là, c'est Rome, 1er octobre 2025. God of life, Dieu de la vie, bénis cette bloc de glace et aide à éveiller nos cœurs afin que et notre tête, notre esprit, afin qu'ils se rendent compte finalement du danger et de la situation de ne pas prendre en considération le facteur climat. Ça, c'est le pape, les papes. Et alors, moi, j'espère vraiment d'avoir donné à réfléchir. Ça, c'est la situation à niveau mondial. Aujourd'hui, on rentre tout de suite dans la question pourquoi j'ai intitulé cette émission Nonobstant Napoléon, les fondamentaux. Parce que vous verrez, je vous dis, c'est la première fois depuis une quinzaine de jours que j'ai utilisé la fameuse intelligence artificielle. C'est très à la mode. J'ai fait 3 ans d'émission, je n'ai jamais utilisé l'intelligence artificielle. Alors, mais je me suis dit, je veux me lancer aussi dans cette mode parce que je veux m'amuser un peu. Je veux dialoguer avec l'intelligence artificielle
à laquelle collaborent des dizaines de milliers d'informaticiens, des collaborateurs, des hommes soi-disant de culture, vous le verrez, n'est-ce pas, pour faire des programmes de cette machine infernale, si vous voyez, si vous voulez, infernale, avec laquelle on peut discuter sur des questions d'histoire, de philosophie, ou poser des questions avec une importance. Et moi, j'ai dit, bon, maintenant, je fais une émission sur Napoléon, je vais poser des pièges, des traquenards. Je vais amener l'intelligence artificielle où je veux, moi, comme un dompteur du cirque qui fait sauter les bêtes féroces selon sa volonté. Vous verrez de toute façon, et sachez que l'intelligence artificielle de laquelle je me sers, c'est une toute petite chose par rapport à l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles que l'État profond utilise pour diriger, détecter, manœuvrer, établir les plans dans le monde entier, avec une puissance que seulement Dieu peut contraindre. N'est-ce pas? Donc, réfléchissez à ça, vous verrez, pendant que je ferai la lecture du dialogue que j'ai fait avec cette intelligence artificielle, et vous, la prochaine fois, de la finesse. Je rentre uniquement dans la question des Napoléon. Mais avant d'envoyer, de me mettre à parler, j'ai pris la régie a envoyé la vidéo concernant un grand historien et conférencier qui s'appelle Henri Guillemin, très controversé, qui fait des conférences à la télévision suisse dans les années 60, une dizaine d'années, avec une capacité oratoire magnifique, une culture énorme. C'est un homme des catholiques de gauche, je le déclare, je vous montrerai. Mais moi, je l'ai découvert très tard. Je l'ai découvert peut-être il y a 5-6 ans, peut-être, sur 50 ans d'activité comme historien ou professeur d'histoire. Et j'ai étonnamment découvert qu'on était arrivé aux mêmes conclusions. Lui, qui aurait pu être mon grand-père, lui est né en 1905, moi en 1956, il aurait pu être mon grand-père, mais dans l'analyse profonde des faits historiques, surtout, par exemple, pour ce qui concerne Napoléon, on est arrivé exactement à la même conclusion. J'ai envie de la résister, même conclusion, mais d'autres, parce que lui, il n'avait pas assisté, évidemment, aux événements monstrueux, style les génocides de Gaza. Donc, il lui manquait un tasseau fondamental, une clé fondamentale pour non réinterpréter, mais regarder l'histoire, même l'histoire de Napoléon, sous un autre angle. J'ai envie de la régie envoyer, Eric, tout de suite. Voilà, écoutez bien, c'est magnifique. Quand il s'est installé aux Tuileries, c'est-à-dire dans l'appartement de Louis XVI, le 19 février 1800, Bonaparte a dit à son complice Roederer, c'est pas tout d'y être, il s'agit d'y rester. Il s'agit d'y rester, sa mère traduira ça par la formule que vous connaissez, que tout le monde connaît, pour que ça dure. C'est un inquiet, il faut le savoir. Et jusqu'à la fin de son règne, Napoléon Bonaparte sera un inquiet. Il s'inquiète de beaucoup de choses, il s'inquiète des subsistances, il s'inquiète des impôts, etc. Il demande à son frère Lucien, qui l'a fait ministre de l'Intérieur, de lui envoyer à 20... Ah, là, il y a un petit problème technique. Alors, de toute façon, avant que ça va se résoudre, ce problème technique, je voulais vous dire que les dialogues que moi je vous lirai tout à l'heure en faisant une traduction simultanée de l'italien en français, je la ferai moi-même parce que j'ai essayé de faire la traduction littérale à l'intelligence artificielle, mais j'ai constaté quelque chose, que dans la traduction, il y a des parties qui vont s'effacer ou qui vont s'arranger d'une façon un peu, comment dirais-je, non logique.
Et j'ai quand même eu le soupçon que ces problèmes n'étaient pas d'origine technique, mais que quand on rentrait dans un ordre d'idées qui pouvait être très gênant, parce que l'intelligence artificielle est organisée par l'état profond, évidemment. Alors, il y a certaines choses qu'on ne peut pas nier. Par exemple, pour Napoléon, moi, j'avais introduit une idée en disant que les succès initiaux de Napoléon étaient dus à les rapports spéciaux qui entretenait sa mère, Laetitia, avec les comtes de Marbeuf, les générales, qui étaient, on dit, était son amant, et qui la preuve, pas lacieuse, mais qui quand même à l'époque, même Napoléon lui-même, avait l'habitude de dire en public, pour se vanter un peu, je suis le fils d'un général, sous-entendu Marbeuf, le général Marbeuf qui l'introduira à l'école de Varienne pour faire son école d'officier d'artillerie. Eh bien, l'intelligence artificielle a nié, a dit c'est controversé, il n'y a pas de preuves précises, etc. Et donc, parce que dire que Napoléon se vantait en public qu'il était fils d'un général et donc que sa mère n'était pas avec des mœurs soi-disant vraiment correctes, donc qu'il était le fils d'une... Eh bien, l'intelligence artificielle a l'ordre probablement de ne pas tâcher, de ne pas ruiner la réputation du mythe napoléonien. Mais moi, j'ai l'habitude de jouer avec ça parce que ceux qui programment l'intelligence artificielle, même s'ils sont des dizaines de milliers, ce n'est pas pour me vanter, hein, mais 50 années d'expérience personnelle et d'études et des connaissances historiques me permettent finalement de dribbler certaines choses. Alors, j'ai demandé, par exemple, sur la base de certaines preuves qui sont beaucoup plus vérifiables que le fait que la mère de Napoléon était une femme qui exerçait les métiers les plus anciens du monde. Le fait qu'on disait que Napoléon était très attaché à l'argent, qui était très vénal et qui s'était occupé pendant toute sa carrière de mettre de côté, lui et sa famille, une quantité remarquable d'argent. Pour ça, évidemment, il y a les preuves. Il y a les preuves des dépôts bancaires, il y a les preuves surtout des dépôts bancaires, des comptes avec la Banque de France, fondés avec sa soumission, parce que c'était le capitalisme de l'époque, évidemment, et financier, qui imposait à l'État cette banque. Et là, malheureusement, l'intelligence artificielle a dû admettre à moi, en disant, et oui, c'est vrai, et Napoléon était très vénal, était népotiste, était baratier, c'est-à-dire utiliser concussion, son rôle pour s'enrichir lui-même, en disant, mais il faut tenir compte de l'époque où, évidemment, la morale n'était pas aussi comme celle que nous concevons aujourd'hui. Et moi, je lui demandais, laquelle morale? Parce que lui-même, dans cette intelligence artificielle, il admet que cette pratique de s'enrichir des hommes politiques, c'est quelque chose d'assez courant, mais qu'on peut à la limite justifier pour le fait qu'à l'époque de Napoléon, les costumes et l'esprit moral, surtout de l'élite dominante et aussi de la racaille du peuple, n'étaient pas aussi raffinés ou, si vous voulez, christianisés. En voyant Gaza aujourd'hui et ce qui se passe, on dirait que nous sommes bien pires du point de vue de la christianisation. Mais à part ça, je me suis amusé parce que là, l'intelligence artificielle a dû admettre, mais il faut savoir que quand on dialogue avec ça, on ne peut jamais poser des questions directes, parce que si vous posez certaines questions directes, il répond selon l'instruction, comment dire, standard. Après, si vous faites une allusion supérieure, j'ai constaté que ça passe à un niveau supérieur. Alors, l'intelligence artificielle passe la parole à quelque chose de plus compliqué et au fur et à mesure, plus compliqué. Jusqu'à, vous verrez, dans les dialogues, et c'est très intéressant et que ça met froid au cœur, ça met le froid au dos, je voudrais dire, parce que vous vous rendrez compte de la puissance et des moyens que l'État profond a pour contrôler, diriger
étudier, cataloguer, ficher, prévoir et intervenir dans le monde avec une puissance qui n'est pas... Désolé, Luigi, on a Oui. eu un petit problème technique, mais on continue. On peut reprendre là où on était, donc on peut rediffuser, si tu veux, la Oui, séquence tu peux. avec Henri Guillemin. Mande-le, envoie-le, il n'y a pas de problème parce que moi je parlais sur le même sujet. Vas-y. Voilà. Juste Tu peux envoyer. quelques secondes Allez. encore. D'accord, parfait. Voilà, vous verrez de toute façon l'interprétation qu'Henri Guillemin donne. C'est une très bonne interprétation dans les années 62, 62 de cette conférence. Et Napoléon ne sort pas, déjà à l'époque, sans l'intervention de l'intelligence artificielle, il ne sort pas avec une bonne posture. Le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, le mythe Napoléon, en France, en Europe, dans le monde entier, qui est-ce qui n'a pas dans la tête Napoléon était ses grands stratèges, lui tout seul. Alors, on y va. Quand il s'est installé aux Tuileries, c'est-à-dire dans l'appartement de Louis XVI, le 19 février 1800, Bonaparte a dit à son complice Roederer, c'est pas tout d'y être, il s'agit d'y rester. Il s'agit d'y rester, sa mère traduira ça par la formule que vous connaissez, que tout le monde connaît, pour que ça dure. C'est un inquiet, il faut le savoir. Et jusqu'à la fin de son règne, Napoléon Bonaparte sera un inquiet. Il s'inquiète de beaucoup de choses, il s'inquiète des subsistances, il s'inquiète des impôts, etc. Il demande à son frère Lucien, qui l'a fait ministre de l'Intérieur, de lui envoyer à 22h, enfin à 10h du soir, tous les jours, un rapport comprenant ceci, état des subsistances, c'est-à-dire comment est-ce que les gens mangent. Et justement, au début de l'année 1800, le pain commence à monter. Deuxièmement, rentrée des impôts. Nous sommes au 1800, au début de 1800, il s'est aperçu que la banque ne voulait rien lui donner, aucun emprunt, c'était lui au contraire qui devait fournir. Par conséquent, il s'agit de faire de l'argent avec les impôts le plus vite possible. Et troisièmement, l'état d'esprit de l'opinion. Dans l'opinion, il y a des tas de gens qui ne sont pas contents. Il se méfie terriblement, et il a raison, des généraux. Il va dire à Roederer aussi, pas un qui ne se croit les mêmes droits que moi. C'est absolument vrai, il n'avait aucun droit. Il était arrivé parce que les banquiers avaient choisi lui, mais ils auraient bien pu choisir un autre. Alors il se méfiait tout le temps, des généraux, des rivaux. Il se méfie aussi de ceux qu'il appelle les intrigants, les idéologues. Il y a Benjamin Constant qui est au premier rang. Ce sont ceux qui sont au tribunal et qui voudraient tout de même se faire entendre. La politique de Napoléon, c'est celle du mutisme autour de lui. Et bien un homme comme Benjamin Constant, qui a sa carrière à faire, qui veut se pousser, il a Sieyès derrière lui, Benjamin Constant voudrait se mettre en vedette, et il déteste ça, Napoléon. Sieyès, je viens de vous le nommer, il s'est retiré couvert d'or, on lui a donné Crone, on lui a donné ce qu'il a voulu, qu'il a pris dans le tiroir, mais il continue à grenouiller en douce. Et puis il y a Carnot aussi. Enfin, il y a toute une bande de gens qui ne sont pas contents. Quand il sera à Sainte-Hélène, Napoléon prononcera devant Bertrand une phrase que les historiens n'ont pas assez soulignée, je crois. Au printemps de 1800, l'État était dans une crise grave. Oui, oui, il va dire crise grave. Ça ne va pas. Alors, quand ça ne va pas intérieurement, vous savez, c'est un procédé usuel, quoi. On est fait aller par le moyen extérieur, c'est-à-dire recours à la guerre. La guerre, elle lui est extrêmement utile. Il le dira aussi à un complice qui s'appelle Thibaudot. Il lui dira, un premier consul ne ressemble pas à ces rois de droit divin qui trouvaient leur lit tout fait. Il a besoin d'éclat, et par conséquent de la guerre. Il va dire ça à Thibaudot. Facile, la guerre, étant donné que l'Autriche n'a toujours pas signé. Vous vous rappelez, il faut que je remonte un petit peu en arrière, hein. L'Autriche avait signé sous la pression Campo Formio en octobre 97, puis profitant de ce que la France était occupée en Égypte, elle avait réattaqué en 98, elle avait été battue en 99, mais maintenant, dans cette année 1800 où nous sommes, elle n'a pas encore signé. Il faut donc la contraindre à signer. D'autre part, un des thèmes de Bonaparte pour se faire admettre par l'opinion publique, c'est « Je suis le général pacificateur, je suis le général de la paix ». Alors le 8 mars 1800, il va lancer une proclamation pour annoncer aux Français qu'il va en effet leur apporter la paix à la France et à l'Europe, mais à condition de faire d'abord la guerre. Le premier consul, dit-il le 8 mars 1800, a promis la paix.
Mais c'est à vous, Français, de la commander, de l'imposer. Votre premier consul vous jure de ne combattre que pour le bonheur de la France et le repos du monde. Ben, il peut y compter, la France, sur son bonheur, et le monde peut y compter aussi sur son repos. Vive la République et vive la France. Maintenant, je vous traduis les dialogues entre moi et l'intelligence artificielle. Quand je dis moi, et après je disais l'ordi, quand celui qui répond, à propos de la guerre, de la finance et de Napoléon. Écoutez bien, ma question. Bonjour, étant donné que, comme on dit en français, l'argent est le nerf de la guerre, et étant donné que depuis la période immédiatement successive aux premières phases de la Révolution française et pendant toute la période napoléonienne, la France est restée, à l'exception de très courtes pauses, est restée constamment en guerre, de fait contre toutes les nations européennes. Comment le pays, la France, et Napoléon ont pu soutenir les astronomiques coûts de la guerre? Réponse de l'ordi. Bonjour, excellente question et très pertinente, puisqu'elle touche un des aspects centraux de l'ascension et de l'écroulement de l'empire napoléonien, c'est-à-dire la finance de la guerre. Elle continue l'ordi. Voyons d'éclaircir d'une façon complète et ordonnée comment la France et Napoléon ont réussi à soutenir des coûts de guerre immenses pendant plus de 20 ans. Continue l'ordi. Le point de départ, la crise financière de l'Ancien Régime. À la veille de la Révolution, la monarchie française était en banqueroute. Les guerres précédentes, surtout la guerre des 7 ans et la participation à la guerre d'indépendance américaine, avaient laissé une dette énorme. Et la faillite de la réforme du système fiscal basé sur le privilège nobilier et exemption fut une des causes directes de la Révolution française. Et ça, c'est l'histoire classique. 2. La période révolutionnaire, économie de guerre et ressources extraordinaires. Pendant la Révolution, le Directoire, la France a soutenu la guerre grâce à une combinaison de moyens exceptionnels et souvent coercitifs. Premièrement, la confiscation et nationalisation, c'est toujours l'ordi qui parle. Les biens du clergé et des émigrés ont été réquisitionnés et c'est lui a fourni la liquidité à l'État immédiat. Deuxièmement, l'émission du papier-monnaie, les assignats, les titres garantis par des biens nationalisés, mais qui bientôt ont été abusés et l'hyperinflation a fait écrouler la confiance dans la valeur de cette monnaie. Troisième moyen pour soutenir la guerre, réquisition et contribution forcée. L'État imposait des prélèvements directs de blé, de chevaux, de métaux et des hommes. Les armées napoléoniennes, les armées, vivaient souvent à dépenses de l'ennemi, c'est-à-dire elles se finançaient en pillant et en réquisitionnant dans les territoires occupés. Quatrième, la réforme de la taxation, toujours l'ordi qui part. Les gouvernements révolutionnaires cherchèrent à élargir la taxation à de nouvelles classes sociales, mais avec une efficience limitée. La troisième, nous partons sous Napoléon, comment on va soutenir les guerres. C'est toujours l'ordi qui parle. 1799-1815, le système impérial et l'économie de conquête. Napoléon hérédita un système fiscal chaotique, mais il le réforma profondément et réussit, par un temps déterminé et d'une façon surprenante très longue, à faire payer la guerre aux vaincus. Premièrement, donc, réforme fiscale et administrative. Napoléon et ses collaborateurs, parce que mettez-vous dans la tête que Napoléon, un officier d'artillerie, qui avait en plus eu des résultats très médiocres à la sortie, il n'était pas ce génie que nous a transmis. Ça, c'était la mythologie. Ça, c'était l'image d'Épinal, comme on dit. Mais là, on va voir. On dit ce qui dit, l'ordi, en respectant la personnalité géniale de Napoléon. Donc, Napoléon crée une administration fiscale centralisée et efficace. Le préfet contrôlait directement les entrées de l'État.
Deuxièmement, il introduit, avec beaucoup de collaborateurs, j'ajoute moi, une fiscalité moderne et régulière, basée sur des impôts directs, des impôts fondiers, personnels, commerciaux, etc. Deuxième, la création de la Banque de France. La Banque de France fondée pour établir la monnaie, stabiliser et pour raffermir la monnaie, financer l'État dans une façon la plus complète et garantir un minimum de confiance dans les crédits internes. J'ajoute brièvement, la Banque de France était un institut privé. C'était 2 banquiers, 2 Suisses et 2 Français. Banque totalement privée. Et après, Napoléon, toujours, finançant sa campagne de guerre avec les armées napoléoniennes, s'est auto-soutenu en large mesure avec les boutins, les réquisitions et les tributs, les taxes imposées aux pays vaincus. L'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Hollande et d'autres États satellites fournir l'argent, les matières premières et les hommes. Juste pour avoir une idée, les contributions de guerre étaient énormes. Par exemple, après Austerlitz, la Prusse dut payer plus de 120 millions de francs. À l'époque, 120 millions de dollars, pas actuels, dès l'époque, 120 millions. Bon. Et après, c'était une autre façon de soutenir cette conquête. Les États vassaux, le Royaume d'Italie, Confédération du Rhin, Royaume de Naples, etc., devaient entretenir les troupes françaises et verser des impôts et des contributions à Paris. Autre chose, le bloc continental, qui était établi en 1806, cherchait de suffoquer économiquement l'Angleterre en même temps et de rendre l'Europe économiquement dépendante de la France. Ça, c'est toujours la version officielle que vous trouvez dans des livres d'histoire aussi. Et Lordi, qui parle là, dit la même chose. L'industrie et l'économie intérieure de la France. La guerre a stimulé l'industrie française des armes, uniformes, logistiques, mais aussi il assécha les ressources civiles. Toutefois, Napoléon maintient une certaine stabilité interne, puisque la guerre externe était suffisante pour le faire, et en plus, il rentrait à la patrie beaucoup de boutins et de l'argent. Bon, les limites du contrôle du système, bon, en synthèse, c'est toujours Lordi qui parle, la synthèse. L'argent est le nerf de la guerre, et Napoléon le savait très bien. Mais son génie fut surtout politique et administratif, transformer l'économie française en une machine de guerre autosuffisante et alimentée par les contributions des autres pays vaincus. À la longue, cependant, la guerre ne pouvait plus se payer elle-même. Et quand la machine de conquête s'arrêta, l'Empire collapsa. Il dit, ce n'est pas vrai, je vous dis, l'Empire, mais il le dira après. Mais là, c'est la version, comment dire, il y a une phase, il y a une montée, comme toutes les choses, après il y a un écoulement. Et là, écoutez bien, là, c'est toujours le dialogue entre moi et l'ordinateur qui me tutoie. Il me tutoie, même si je lui avais demandé dans les conversations précédentes de me vous voyez, et je lui ai donné toute une explication que je vous dirai la prochaine fois, et vous verrez à qu'est-ce que je lui fais admettre à l'ordinateur. Bon, l'ordinateur me dit à moi, si tu veux, je peux te montrer une tabelle synthétique avec les principaux sources de financement de la guerre, année par année, et une map des contributions imposées aux pays européens. Et moi, je réponds, moi, c'est moi qui parle. Si je voudrais une map des contributions imposées aux pays européens, là, l'ordi m'envoie une map, vous voyez, attendez là, non, on ne peut pas la voir, c'est pas grave, c'est voilà. Elle m'envoie cette map, et moi, je fais la question piège, naturellement. Vu les coûts astronomiques de la guerre et la nécessité de voler le pays soumis pour les financiers et enrichir les financiateurs qui investissent dans la guerre, pourquoi Napoléon a envahi la Russie avec des coûts exorbitants? Parenthèse, toujours moi qui pose la question.
La grande armée était au moins de 650 000 hommes, la plus grande armée de l'histoire. En sachant pourquoi Napoléon a envahi la Russie, en sachant que le pays était immense mais pauvre. Où était en ce cas-là le génie stratégique et pragmatique du grand général? Ah, l'ordi, regardez, il commence déjà à me flatter. Il dit, question excellente et très profonde, puisqu'elle touche le point de fracture entre la génie et l'outrecuidance de Napoléon. Il me tutoie toujours, ça c'est l'ordi qui parle, à moi. Il me dit, tu as parfaitement raison. L'invasion de la Russie en 1812 semble, du point de vue économique et stratégique, un contresens total. Et pourtant, il y a des raisons politiques, militaires et psychologiques qui expliquent la raison pour laquelle Napoléon, tout en connaissant les risques, a décidé de le faire. Première raison, le contexte, le système continental en crise. Écoutez bien, l'ordi qui parle. En 1806, Napoléon avait imposé à l'Europe le bloc continental, un embargo économique contre l'Angleterre pour l'isoler et la frapper avec, dans sa force, le commerce. Mais la Russie d'Alexandre Ier, initialement alliée, elle continua à commercer, à faire du commerce avec Londres, spécialement du blé, du bois, de la chambre et du fer, du chanvre, regardez le chanvre. Donc, pour Napoléon, la Russie n'était pas seulement une puissance hostile, mais aussi un trou mortel dans le système économique. Sans Moscou, le bloc continental ne marchait pas. Et si les blocs s'écroulaient, tout l'empire russe. Donc, deuxième réponse, toujours, Napoléon, pourquoi les calculs politiques? Alors, Napoléon n'entendait pas au début conquérir la Russie. Son objectif était limité, une espèce d'expédition punitive pour obliger le tsar à respecter les accords de Tilsit 1807. Donc, Napoléon croyait de pouvoir obtenir en peu de semaines une grande victoire militaire, un nouveau traité d'alliance favorable et peut-être la partition de la Pologne comme gage politique. Dans ce sens, l'opération semblait rationnelle et cohérente, avec sa pragmaticité. Des guerres courtes, décisives, financées avec les boutins et les contributions du calcul. Les calculs expliquent encore l'ordi. Toutefois, Napoléon ne se trompe pas complètement. À différence de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, la Russie était trop grande, pauvre et très peu urbanisée pour être saccagée d'une façon utile. Il n'y avait des capitaux riches à réquisitionner, ni des infrastructures à exploiter. L'armée napoléonienne, la grande armée, ne trouvait rien à manger, à réquisir. Les Russes brûlaient tout dans la retraite et la tactique de la guerre brûlait. De conséquence, la grande armée consommait elle-même. Donc, où a terminé l'ordi qui parle? Où a terminé le génie de Napoléon? Donc, c'était ce qui s'était dit Napoléon. Bouger rapidement, concentrer les forces décisives dans un point précis et obliger l'ennemi à une bataille résolutive, comme à Austerlitz et à Jena. En Russie, ce chemin n'a pas marché et les tsars a refusé, nous savons tout ça, vous n'avez pas un. Et la composante psychologique de Napoléon, devenu un tyran tout seul, pas tout seul, parce que derrière, il avait toujours sa bonne étoile, qui lui-même, quand il était à Sainte-Hélène, disait « Ma bonne étoile m'a abandonné ». C'est-à-dire que c'était la Banque de France et les financiers, sa bonne étoile. Il le dit. En 1812, Napoléon n'était plus un pragmatique condottier, était un monarque absolu, etc. On l'avait prévenu, Talleyrand, Fouché, Metternich, on lui avait dit « Faites attention, sire, la Russie, on ne peut pas l'occuper, on peut seulement la traverser. » Donc, et lui avait dit non, ça suffit 6 semaines et après je ferai bon. En synthèse, donc, on l'a dit, résultat final, c'est toujours l'ordi qui parle. La grande armée de 650 000 hommes en perdant 500 000. L'empire desséché d'hommes et de ressources, il ne se reprendra plus. Et l'invasion de la Russie a marqué le début de la fin, non seulement militairement, mais financièrement et politiquement. Bon, voilà. Et l'ordi me demande, à la fin, si tu veux, je peux te montrer une map animée schématique de la campagne de Russie en 1812 avec le flux de pertes, etc.
veux-tu que je te la prépare? Et moi, je ne réponds pas, je réponds et je pose une autre question. Attendez bien. Hein. À la chute de Napoléon en 1814, attendez bien, écoutez bien, ça c'est ma question. À la chute de Napoléon, la situation économique de l'Europe entière, mise à genoux par plus de 20 ans de guerre ininterrompue, était exsangue. Et pourtant, à une analyse précise des comptes de la Banque de France, qui, en dépit de son nom, était une banque privée, c'est moi qui parle là, fondée avec Napoléon par 4 banquiers, 2 Français, 2 Suisses, les comptes, le résultat, c'est des bénéfices énormes par les actionnaires. Donc, à la lumière de ces données historiques incontournables, nous pourrions invertir les vieux dictons français, l'argent est le nerf de la guerre, en le transformant en la guerre est un excellent nerf de l'argent. Réponse de l'ordi. Question très raffinée et profondément aiguë. Et si, je dirais que cette question saisit le nœud essentiel de l'histoire moderne. La guerre, non seulement consomme de l'argent, mais souvent le produit. Pour certains, c'est l'ordi qui parle, hein, obligé par moi. Ton inversion du proverbe, l'ordi me dit, est un excellent nerf de l'argent, est perfectement sensé, historiquement fondé, et je dirais presque nécessaire pour comprendre le rapport entre finance et pouvoir politique dans l'époque napoléonienne. Et non seulement, c'est l'ordi qui parle. Voyons dans le détail comment ça s'est fait, pourquoi cette affirmation est beaucoup plus qu'une boutade d'esprit. Vous voyez la finesse de l'ordinateur. Si on prie le bon Dieu, ces gens-là, ils nous matraquent et ils nous finissent. Alors, elle dit l'ordinateur, la Banque de France n'était pas une institution nationale, mais une entreprise privée. C'est l'ordi qui l'écrit. Hein? Ce n'est pas Guillemin ou moi. Tu as parfaitement raison, il me dit à moi l'ordi. La Banque de France, fondée en 1800, n'était pas une institution étatique, mais une société privée par action. Elle était fondée par 4 banquiers, entre autres Perregaux et Mallet, d'origine de Genève, et 2 Français, Lécouteur et Récamier. 2. Napoléon l'a rendue banque privilégiée de l'État, en garantissant le monopole de l'émission de la monnaie. Et ça vous dit rien, ça, de la Banque européenne à Bruxelles, ou de la Fédérale Réserve à Milan, à New York, ou de toutes les banques soi-disant nationales. Bon, continuons. L'ordi, c'est l'ordi qui parle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un leader politique. Bon. En échange, la banque anticipait l'argent au trésor français, c'est-à-dire payer la guerre, financer la guerre. En pratique, la banque était une société privée qui prêtait à l'État à intérêt et qui gagnait exactement grâce aux campagnes militaires et à la grandissance du dette publique. Qui gagnait dans la guerre? Ah, c'est bien, attention, l'ordi qui parle. Les banquiers et les investisseurs. Les profits de ces gens-là, dérivés par les émissions de monnaie des titres d'État, la concession du crédit à l'État, la gestion des contributions de guerre, spécialement en or, qui venaient des pays occupés et soumis, et les spéculations sur l'échange sur les métaux précieux, Banque de France. Et qui est-ce qui gagnait encore, deuxièmement, dans la guerre? Ceux qui fabriquaient les uniformes, les canons, qui fournissaient les chevaux, les vétoiles, tous ceux qui travaillent autour de la machine de guerre. Ils ont accumulé des fortunes. Et il s'est formé depuis cette époque une vraie bourgeoisie de la guerre qui substitua la vieille aristocratie des rentes. Et en plus, il n'y a pas que les Français, l'Europe, Napoléon, la guerre, etc. Même les pays formellement neutrals, c'est l'ordi qui parle, Suisse, Prusse, Pays-Bas, etc. Beaucoup d'instituts bancaires de ces pays gagnèrent énormément en finançant et en faisant les intermédiaires avec les flux d'or et la dette publique liés à la guerre française de Napoléon.
Tiens, ça vous dit rien sur la guerre américaine des Trump ou de Poutine et l'Ukraine? Ça vous dit rien, ça? Bon, bah. Mais je pose une autre question. Un piège, c'est moi, je piège l'ordinateur, moi je m'amuse. Alors, donc, l'Europe, quand l'ordinateur continue, l'Europe exsangue. Mais quelqu'un plus riche que jamais deviendrait. Alors, résultat des guerres napoléoniennes, agriculture et commerce détruits, inflation, dette publique énorme, des millions de morts et des blessés. Et pourtant, paradoxalement, quelques bilans privés jamais a été aussi florissant. La Banque de France avait accumulé réserves solides et profits records. Beaucoup de banques suisses et allemandes virent grandir énormément leurs capitaux. Écoutez bien, hein, la City de Londres, qui avait financé les coalitions anti-napoléoniennes, devint la place financière dominante dans le monde. Ça vous dit rien, là? Hein? La guerre, bref, le Rorty qui le dit, hein, la guerre, bref, fut un gigantesque transfert de richesses, pas une destruction totale. C'est lui qui savait se positionner dans les circuits de la dette publique et des contrats étatiques sur la guerre, gagner à chaque nouvelle bataille, gagner ou perdu. Il continue l'ordinateur, il me flatte, hein, il a compris qu'il ne peut pas jouer avec moi. Il me dit, le vieux proverbe français, l'argent est le nerf de la guerre, venait d'une idée que l'argent servait pour combattre. Mais après l'époque napoléonienne, l'histoire a renversé ce proverbe. La guerre est un excellent nerf de l'argent, puisque la guerre même devient le moteur de la production et de la concentration de la richesse. Cette inversion n'est pas seulement ironique, parle avec moi, hein, est structurellement vraie dans le 19e siècle. Chaque guerre moderne stimule le crédit, accélère l'industrialisation et consolide la puissance financière. En effet, nous pourrions dire que la guerre napoléonienne invente le capitalisme financier moderne. De 1792 au 1815, on passe de la fiscalité monarchique à la dette publique nationale et du trésor du roi aux banques centrales comme instrument du pouvoir. Alors moi, je n'étais pas content, j'ai voulu l'enfoncer encore. Hein. Et si tu veux, il me dit, je peux te faire un schéma. Moi, j'ai dit, bon, si un schéma de tout ça, si faites-moi le schéma parfait, voilà la tabelle, mais ça ne m'intéresse pas, la tabelle, vraiment, elle résume ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, en bref, il résume à la fin, dans les guerres, ceux qui perdent sont les États, c'est l'ordi qui parle, ceux qui perdent, c'est les États, le peuple, dette publique, impôts et inflation. Ceux qui gagnent, les banques et les fournisseurs de guerre. Ceux qui gagnent, la Banque de France, attention, la Banque de France survit à la chute d'empire avec des balances positives. Attention, l'ordi qui dit, la City de Londres sort comme la nouvelle capitale du monde financier. Et la guerre, toujours l'ordi, la guerre, loin d'être seulement la destruction, concentre la richesse et accélère la naissance du capitalisme moderne. Si tu veux, je peux te faire ça. Eh non, moi, je le piège encore. Ayez la patience de m'écouter bien. Non, je ne veux pas de chemin. Je lui dis, c'est moi qui parle. Non, merci. Je voudrais cependant, moi, Luigi, le prof, je voudrais cependant que vous me disiez si le schéma du mécanisme économique sous décrit, guerre et finances, et la campagne napoléonienne de Russie, si ce mécanisme pouvait être superposé avec les spécificités particulières à l'opération Barberousse de l'Allemagne nazie d'Hitler dans les juin 1941. Alors, l'ordi est écrit, hein, et il dit, question d'une grande profondité historique. Et si, quand les cautèles, quand les précautions le parallèle entre la campagne napoléonienne de 1812 et l'opération Barbarousse de 1941 est légitime et très instructif, même du point de vue économique et financier, non seulement militaire. Nous sommes en 1940, hein, on y va. Et l'ordi, il me suit, hein, je le fais courir.
nous voyons pas après pas comment on peut superposer les deux phénomènes, la guerre comme moteur économique et comme trappe et comme piège stratégique. Soit Napoléon, soit Hitler construisent leur système économique basé sur l'expansion. Et bon, il dit l'Allemagne nazie, économie planifiée, mais sans matières premières stratégiques, dont pétrole, comme or, donc occupation de la Russie pour s'approprier de ces matières premières. Après, toujours Hitler, comme Napoléon. Exploitation économique des pays occupés, France, Pologne, Norvège et Balkany. Et vous savez qu'il y avait 12 millions d'esclaves qui travaillaient dans 700 camps de concentration gérés par IBM, hein, vous les chassez, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et la guerre, donc Hitler aussi, la guerre comme instrument pour obtenir de l'espace vital, ressources agricoles, etc., mais surtout créer un espace autarchique, etc. Mais, conclusion bref, Lordi dit, dans les deux cas, soit Napoléon qu'Hitler, la machine militaire se auto-alimentait avec la conquête, jusqu'à quand la conquête est possible. Bon, facteur économique, bon. Et les deux systèmes, le système napoléonien et révolutionnaire et le système hitlérien, fonctionnaient comme ça. Et dans l'économie allemande, la guerre devient l'unique façon de soutenir une croissance industrielle. Toujours dans l'Allemagne d'Hitler, les industries privées, IG, Farben, Krupp, Siemens, Daimler, Benz, j'ajoute Bosch, j'ajoute Porsche, Volkswagen, tirent des énormes profits de la production des guerres et du travail des esclaves. Il le dit, hein, le travail des esclaves. Hein, il le dit, l'ordinateur. Les banques allemandes, Hitler, hein, je vous préviens que dans toutes les entreprises industrielles que j'ai citées tout à l'heure, pratiquement la presque totalité de participation était anglo-américaine. Hein. C'était des sociétés multinationales. Ça, on l'a déjà dit, mais ça je lui ferai dire d'une autre fois. Donc, à la fin de la guerre, les banques, et pendant la guerre, gèrent le capitaux expropriés et les ressources pillées dans l'Europe entière. Donc, dans les deux cas, Napoléon et Hitler, la guerre devient économiquement utile pour les élites financières et industrielles. En synthèse, sur ma question du parallèle Napoléon et Hitler, la guerre comme moteur économique financier fonctionne jusqu'à la conquête de nouveaux espaces. C'est pour ça qu'après Hitler, l'impérialisme est devenu un impérialisme mondial. Jamais le nazisme, la nazification, d'ailleurs, vous voyez ce qui se passe, c'est terminé. Les banques sont ceux qui gèrent. De l'époque, on dépassait toujours toutes les époques les plus tristes. Alors elle dit, si tu veux, je peux te montrer, etc., etc. J'espère que vous ayez compris. L'ordinateur a admis tout ce, a démasqué tout ce que le président, je continuerai la prochaine fois en vous montrant la finesse et l'ennemi diabolique que nous avons à combattre, parce que ces ordinateurs-là sont planifiés par des dizaines de milliers de collaborateurs, plus ou moins ignorants, mais non pas important, dizaines de milliers, centaines de milliers, qui travaillent la programmation, plus des experts que l'État profond finance pour faire ça. Donc, si vous voulez, il faut d'abord, vous voulez gagner contre, si nous voulons gagner contre l'État profond, en plus de savoir les choses comme elles passent et de les démasquer. Mais il s'en fout qu'on les démasque parce que le bombardement, les génocides de Gaza a été démasqué. Il s'est démasqué lui-même et tout le monde l'a condamné, mais il continue à le faire et continueront à faire d'autres choses. Mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Et j'invite la régie, et après on se verra dans 2 semaines, à envoyer le discours du président de la République à la lumière de tout ce que je vous ai décrit jusqu'à présent, et que l'ordinateur, lui, qui est équidistant, c'est l'ordinateur de l'État profond qui est piégé, a dû admettre.
ce mécanisme pervers. J'invite la régie et j'ai envoyé le discours de Macron en occasion d'une allocution que je ne me rappelle plus, c'était 1 ou 2 mois derrière. Donc, sachez que l'état profond, c'est le même. L'état profond gagne quand on perd. Quand on gagne, on perd. Hein. La banque est toujours là et toutes les banques ont survécu depuis Napoléon à tous les changements des régimes. Et j'ai dit, malgré Napoléon, les fondamentaux sont les faits qui, par exemple en France, et je parle de la France, malgré l'écrasement du peuple et de toutes les valeurs, en 1830, il y a eu une révolte, une tentative de révolution qui a été écrasée à la chute de Charles X. En 1848, autre tentative du peuple de se rebeller a été écrasée encore une fois par la bourgeoisie, l'élite financière. Est arrivé Napoléon III. Et en 1870, encore, les Parisiens, les fondamentaux avec leurs idéaux, la Commune de Paris avec tous les défauts, avec une très belle chose, très mal faite, comme avait dit Victor Hugo. Ils s'étaient rebellés, ils s'étaient opposés à cette vente du gouvernement français à l'occupation allemande de Bismarck. Parce que quand ça ne suffit pas l'armée intérieure pour réprimer les justes volontés du peuple, on peut appeler l'extérieur, on peut appeler les soi-disant ennemis qui arrivent, comme ils sont arrivés en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour nous libérer de l'oppression hitlérienne et fasciste et pour nous ouvrir à un destin lumineux. Voilà. J'invite la régie à envoyer les discours de Macron. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Il s'agit sans plus tarder de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Européens. Aujourd'hui, on ne peut plus croire la Russie sur parole. Vive la Russie! Vive la France, vive la République, vive l'Amérique, vive Trump, et vous pouvez en ajouter. Vive la Chine de Xi Jinping. L'important, s'il vous plaît, ne touchez pas au mécanisme de financement de la guerre et des banques, parce que la guerre est un excellent moyen de faire de l'argent. Et sur ce, je vous remercie pour votre patience et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et je vous étonnerai avec d'autres dialogues, peut-être un peu plus philosophiques de l'histoire de la philosophie, toujours sur Napoléon, parce qu'on rentrera dans le spécifique du mythe napoléonien et pourquoi ça continue à être universellement connu, hein, comme Napoléon, les grands génies, etc., comme Hitler, c'était les grands méchants, les psychopathes, comme Mussolini avec ses manies de grandeur, comme Staline, méchant, mais très utile, qui a aidé les Alliés, comme Churchill, grand stratège politique, et comme Eisenhower, tous les hommes des façades, tous les acteurs
acteur de cette farce tragique qui risquera de réduire le monde entier, mais le bon Dieu, vous verrez qu'il interviendra si nous le prions et si nous restons vigilants pour collaborer avec lui dès qu'il va se présenter. Parce que vous verrez, le système entre en court-circuit parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Je vous le montrerai parce que l'ordinateur, je l'ai obligé à accepter le fait que lui-même, il n'existera pas s'il continue dans cette logique de contradiction interne. Merci pour votre attention et pour votre patience et rendez-vous à la semaine prochaine, dans 2 semaines. Bonne soirée.